Bonsoir, nous sommes le jeudi 8 octobre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal. On commence tout de suite avec les titres de votre actualité locale. Salaire, chômage, protection sociale, retraite, quelques-unes des raisons à la grève d'aujourd'hui dans le secteur public, mais aussi dans une partie du privé. Nous faisons le point sur les revendications, mais aussi sur les perturbations. Le PS organisera dans quelques jours un référendum pour déterminer si ses électeurs sont résolus à l'Union pour les régionales de décembre. Comment se passe l'organisation et surtout, quelles conséquences attendues en plateau Ali Mohamed, candidat dans les Yvelines sur la liste socialiste. Et jusqu'au 11 octobre se déroule la fête de la science. Partager des savoirs et mieux appréhender le monde qui nous entoure, c'est l'objectif de ce rendez-vous annuel. Des animations proposées à travers toute la France. Le point sur notre secteur avec Marie-Laure Estignard de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et Annabelle Doisy de l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin. Et je vous le disais, en titre, plusieurs organisations syndicales ont appelé à la mobilisation aujourd'hui. Du côté des transports, pas de grosses perturbations en Ile-de-France. Dans les Yvelines, du côté des écoles, le mouvement a été peu suivi. Dans l'Académie de Versailles, le rectorat dénombre moins de 1% de grévistes dans les collèges, mais aussi les lycées et le premier degré, donc le primaire. Et les syndicats CGT, FSU et Solidaires ont appelé à une mobilisation nationale des salariés du public et du privé aujourd'hui. Les organisateurs veulent alerter les autorités sur la situation économique et sociale jugée non satisfaisante selon eux. Dans les Yvelines, cheminots, salariés du secteur de la santé, action sociale et collectivités territoriales se sont réunis sur différents lieux avant de rejoindre le grand rassemblement de Paris. William L. pour ce reportage. Il est temps que la SNCF le reconnaisse et les embauche à leur juste valeur. Ce matin à Versailles, les cheminots ont répondu présent à l'appel à la mobilisation générale lancée par les différents syndicats CGT, FSU et Solidaires. Réunis devant la gare de Versailles, chantier pour manifester contre les conditions de travail qui, selon eux, se dégradent. Ils étaient également rejoints par le mouvement des travailleurs sans papier du 78. On veut faire des économies sur le dos des cheminots, mais aussi sur le dos des usagers, parce que c'est des gares fermées, c'est des gares et des trains qui sont déshumanisés, c'est des postes supprimés, c'est même des trains supprimés par manque de personnel. Aujourd'hui, c'est la situation du service public ferroviaire sur la région parisienne. Mais aussi parce que beaucoup de ces gens-là, beaucoup de ces sans-papiers, qui sont les invisibles qui font tourner le pays, mais aussi qui font tourner le chemin de fer. Beaucoup nettoient les gares ici, beaucoup posent des rails ici. Et la SNCF fait comme si de rien n'était, elle s'en lave les mains. Tous les travailleurs des secteurs publics et privés étaient appelés à se rassembler à Paris aujourd'hui. Toujours à Versailles, avant leur départ pour la mobilisation nationale, les agents de la ville se sont regroupés devant la mairie pour dénoncer une surcharge de travail et un manque de sécurité. On a beaucoup de personnes en dépression, on a eu des tentatives de suicide, on a des agents qui agressent des supérieurs. Concrètement, on demande du respect pour le personnel, on demande à ce que le personnel soit écouté, on demande des effectifs, des meilleures conditions de travail. Plusieurs rassemblements étaient organisés dans les Yvelines. Les salariés de la Massif et du secteur automobile ou encore de la CPAM ont manifesté dans le département. Après avoir fait valoir leurs revendications au niveau local, tous ont rejoint la place de la République à Paris pour l'appel à la mobilisation nationale. Et avec l'affaire des syndicats Air France et le mouvement de grève d'aujourd'hui, nous vous avons demandé à vous, Saint-Quentinois, ce que vous pensiez du climat social actuel. Regardez. Les gens sont moroses, etc. On ne sait pas trop où on va au niveau climat social, que ce soit toute entreprise confondue finalement. La vie est dure, c'est la crise en ce moment. Hein. Question gouvernement, ils font ce qu'ils peuvent, mais enfin ils font pas tout. Hein. Avec tout ce qui se passe, les migrants, Nadine Morano, etc., tout ça, je trouve que c'est déplorable. Il faut que les Français se remettent en cause aussi. Je crois qu'il y a beaucoup à faire. C'est particulièrement détestable et faut rester optimiste et espérer que ça ira mieux. Ali Mohamed, je voyais notamment réagir par rapport à ce sujet. Justement, la grève de la mobilisation, c'est un sujet qui touche également le gouvernement, le PS ? Oui, c'est aujourd'hui, c'est vrai que il y a un certain nombre de revendications. La grève n'a pas été très suivie. En même temps, il faut entendre un certain nombre de revendications qui sont sur les conditions de travail, sur la question des rémunérations ou des primes. Mais bon, c'est un dialogue continu, on ne peut pas avancer par à-coups. On faisait un peu référence dans votre reportage à la question de Air France. Et c'est vrai que c'est dommage d'arriver un petit peu
d'avancer un peu par à coup, et je pense que le dialogue social devrait être beaucoup plus homogène, beaucoup plus continu dans le temps avec les salariés et la direction pour pouvoir trouver des solutions. Et nous sommes justement en ligne avec Mathieu Bolreda, secrétaire général CGT des cheminots de Versailles. Mathieu Bolreda, la mobilisation a finalement été assez peu suivie. Votre appel n'a pas été entendu, qu'en pensez-vous ? Alors, peu suivi, oui, ça dépend sur quel plan-là. S'il y a des entreprises dans lesquelles ça a été suivi, des sites de certaines entreprises dans lesquelles ça a été suivi. Nous, sur Versailles, par exemple, c'était suivi. Il y a eu un rassemblement important sur la base de revendications locales contre les suppressions de postes, contre les fermetures de gares, les suppressions de trains, la déshumanisation des gares et des trains. Bon, voilà. Alors, effectivement, le mouvement est général, le mouvement social général en France est plutôt compliqué en ce moment. C'est pas facile. Mais il y a beaucoup d'attaques contre les travailleurs dans un certain nombre d'entreprises et il y a quand même des ripostes. On a vu Air France, là il y a la SNCF, etc. Il y a quand même des gens qui se battent et qui se défendent. Il y a bientôt d'autres actions qui sont prévues. Vous voulez dire du point de vue SNCF ou en général du point de vue confédéral ? En général, est-ce qu'il y aura d'autres mobilisations comme celle-ci d'ampleur nationale avec un appel à tous les salariés privés et publics qui seront lancés prochainement ? Je pense, je ne suis pas nécessairement dans le secret des yeux. Il faut que les organisations de la CGT, notamment, se réunissent et en discutent. Nous, on ne fait pas d'appel hors sol d'en haut comme un général d'armée. Il faut que ça remonte aussi des salariés, des besoins des salariés, des luttes des salariés. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de situations explosives dans beaucoup d'entreprises, que ce soit à Paris ou en région. Et effectivement, il y a une demande forte de mobilisation, que ce soit dans l'hospitalier, que ce soit dans les transports, que ce soit public ou privé. Il n'y a pas aujourd'hui un jour qui se passe dans le pays sans qu'il y ait un centre commercial où il y a des grèves, de la restauration rapide, un hôpital qui lutte contre la fermeture, etc. etc. Merci Mathieu Bolreda pour ces précisions. Nous suivrons ensemble votre actualité. Et la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a débuté hier soir les réunions publiques pour informer les Saint-Quentinois du PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Le plan définitif sera présenté aux élus au mois de décembre. La première réunion concernait la commune de la Verrière. Explication avec Mélanie Poquet. Nouvelle étape dans l'élaboration du PLUI. Débuté en 2013 par la communauté d'agglomération, ce document d'urbanisme doit permettre d'étudier les possibilités d'évolution du territoire à l'échelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. En fonction des questions du public, en fonction des orientations qu'ils nous disent, en fonction des problématiques qu'ils font remonter, effectivement, on sera peut-être amené à modifier le projet. On a travaillé pour le moment à partir des documents qui existent aujourd'hui. On a travaillé aussi avec l'ensemble des équipes municipales de l'agglomération, mais sur la phase réglementaire, on n'a pas encore travaillé avec les habitants. Ces réunions s'accompagnent dans chaque commune d'expositions évolutives avec une urne permettant aux Saint-Quentinois de s'exprimer. Le projet sera présenté aux élus de l'Acasquie au mois de décembre. Le PLUI devrait être arrêté et complètement approuvé par le conseil communautaire à l'automne ou en fin d'année prochaine pour être applicable en début 2017. 6 autres réunions sont programmées. La prochaine aura lieu le 12 octobre à Elancourt, puis ce sera autour de Guyancourt et de Trappes. La dernière réunion se tiendra le 9 novembre en salle du conseil communautaire de l'Acasquie pour échanger autour du PLUI à l'échelle de l'agglomération. Et ce soir en plateau, nous avons 3 invités. Donc Marie-Laure Estagna, responsable du rayonnement culturel pour l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Annabelle Doisy, chargée de communication au Observatoire de Versailles-Saint-Quentin. Nous parlerons avec vous deux dans quelques instants de la fête de la science. Et pour commencer, Ali Mohamed, vous êtes candidat Parti Socialiste au régional. Et vous allez nous parler du référendum du Parti Socialiste. Il a lieu du 16 au 18 octobre. La question posée donc aux électeurs de gauche est, face à la droite et l'extrême droite, souhaitez-vous l'unité de la gauche et des écologistes aux élections régionales? Alors justement, comment cela va s'organiser sur Internet? Il y aura des points où on pourra voter? Alors, vous aurez 2 types de votes. Donc, il y a un vote sur Internet à travers un site donc, qui va être opérationnel le 16 octobre. Et on a un certain nombre de points qui vont s'organiser dans les Yvelines sur l'ensemble des communes sur 3 jours, le 16, le 17 et le 18 octobre. Ces points seront centralisés sur le site internet et les habitants, les citoyens pourront aller voter en fait.
Alors le référendum, cette décision s'est fait un petit peu précipitamment, si je puis le dire ainsi. C'était décidé à la fin du mois de septembre. Pourquoi finalement le faire? Quelle est la vraie raison de ce référendum? En fait, il y a plusieurs raisons. La première, c'est aussi un petit peu pour mettre un peu un choc, pour montrer un peu le danger qu'il peut y avoir dans certaines régions où le FN est très fort. La deuxième raison, c'est que aujourd'hui, souvent, c'est les appareils qui parlent aux appareils. Et aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les bases militantes, en tout cas les bases d'adhérents des différents partis, les positions ne sont pas si éloignées que ça. Il y a possibilité de trouver des accords, en tout cas des discussions sur un certain nombre de projets, et d'avoir des accords ou des désaccords. Et donc, c'était un peu l'objectif. Et je pense que voilà, c'est arrivé à ce niveau-là. Mais il y a un troisième point. Vous avez peur de ne pas réussir à mobiliser vos électeurs? Non, je pense que la mobilisation, alors elle sera moins importante que la mobilisation des primaires. Il faut être clair sur ce point-là. En même temps, c'est vrai que les délais d'organisation sont courts, mais en même temps, le Parti socialiste est un parti organisé, et donc on sait faire face à ce type de situation, et on va pouvoir mobiliser, que ce soit dans les gares, les marchés, les points fixes. Il y a quand même de rassemblement avec l'autre parti de la gauche, donc les Verts, le Parti communiste. Pourtant, les réactions justement de ce côté-là, ou du moins en Ile-de-France, ne sont pas très positives. Notamment Emmanuel Caux, secrétaire national d'Europe et d'Écologie Les Verts, a dit que ce référendum démontre une forme de panique. Non, c'est pas. En fait, la situation en fonction des régions n'est pas la même. C'est-à-dire que la situation en Île-de-France n'est pas du tout la même que ce que vous avez dans le Nord-Pas-de-Calais où il y a un risque FN. Quand on regardait la région Île-de-France depuis plusieurs années, plusieurs mandats, le Front de gauche, Europe Écologie Les Verts, les radicaux, les socialistes gouvernent ensemble et ont mené des actions qui ont changé concrètement la vie des franciliens. On peut parler récemment du pass Navigo qui est passé à 70 €. On peut parler de l'investissement dans les transports qui a été fait. On peut parler de la question de la rénovation ou de la construction des lycées. Et je dirais, toute la panoplie de la gauche est représentée dans l'exécutif régional. Donc on a fait des choses ensemble. Je dirais, la situation en Île-de-France est beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, et nous avons une discussion très constructive avec nos partenaires de gauche. C'est vrai que la situation n'est pas la même dans le Nord-Pas-de-Calais ou en PACA, où la situation et le risque FN est beaucoup plus poussé. Donc c'est vrai que sur les enjeux, en tout cas sur notre région, il a peut-être un peu moins d'enjeux que ce qu'il peut avoir en Nord-Pas-de-Calais, ce type de référendum. En un mot, même si, pour finir, même si ce référendum est positif, il y aura un vrai rassemblement. Vous arriverez à vous mettre d'accord au Parti socialiste? Oui, vous savez, les discussions avec nos partenaires commencent avant, parce que je pense qu'ils sont tous conscients qu'à un moment donné, ce qu'on a fait ensemble, on l'a bien fait. Après, au premier tour, les électeurs ont le choix. Mais en même temps, en face, on a quand même une droite qui est un petit peu réactionnaire sur un certain nombre de points, qui change d'avis assez rapidement. Vous prenez le cas du pass Navigo où Mme Pécresse a changé 5 fois d'avis. Donc vous réussirez Donc à vous on mettre a ensemble, tout à fait, on a confiance en nous pour discuter, pour échanger, et pour faire un programme commun d'abord, et après regarder un petit peu ce qu'on peut faire ensemble. Nous verrons si cela se passe ainsi, les résultats du référendum, donc du 16 au 18 octobre. Et les résultats seront communiqués donc le dimanche à 20h. Et nous allons parler maintenant de la fête de la science. Elle a commencé hier, elle se déroule jusqu'à dimanche à Saint-Quentin en Yvelines et sur toute la France. C'est un événement national, il y a des ateliers, des manifestations qui sont organisées. Alors je me tourne vers vous, Marie-Laure Estignard et Annabelle Doisy. Que va-t-on apprendre avec la fête de la science? D'abord, la fête de la science, c'est 1 million de personnes qui vont rencontrer 7000 chercheurs. Donc effectivement, l'objectif, c'est de démocratiser les sciences auprès du grand public et que chacun puisse avoir accès à des disciplines qu'il ne connaît pas. Alors, ce qu'on va pouvoir apprendre, nous, par exemple, on va vous proposer, l'atelier des sciences de Saint-Quentin en Yvelines à la Maison de l'Environnement va vous proposer des ateliers de light painting, apprendre à faire de la peinture avec de la lumière. C'est assez inédit, mais je vous engage à aller voir. On va aussi proposer à des enfants d'être sur une banquise, de rencontrer un ours, et tout ça animé par
par des tablettes numériques. Vous allez aussi pouvoir essayer de voir grâce à des lunettes infrarouges l'invisible. Donc voilà, autant de choses qui sont... Donc pour la ville organise vraiment beaucoup d'ateliers. Et du côté de l'Observatoire de Saint-Quentin en Yvelines, est-ce que le but c'est de montrer aussi la face cachée des chercheurs ? Ah oui, complètement, oui, tout à fait. En fait, à l'Observatoire, on est sur un site qui est complètement fermé au public, qui n'est absolument pas accessible. Donc on essaye, dans la mesure du possible, 2 fois par an, lors des Journées du patrimoine d'une part et lors de la Fête de la science d'autre part, de donner à voir des choses qui sont complètement fermées et rendre tout ça public et essayer de susciter quelques vocations auprès des enfants, par exemple, mais aussi de montrer ce qu'on fait au grand public. Alors qu'est-ce qu'on va voir justement à l'Observatoire que nous n'avons jamais vu ? Rien n'est jamais donné à voir, sauf dans ces situations-là. Cette année, on a une grande nouveauté qui est l'accès aux murs d'images immersifs qui ouvre là cette année pour le grand public. Donc c'est une liaison d'ordinateur avec un écran géant qui marche en 3D avec un système de tracking, donc avec des lunettes 3D et puis des petits capteurs sur les lunettes. On peut être complètement immergé dans une simulation. Ça permet aux chercheurs de faire un travail collaboratif et interactif. Et on fait des ateliers pour les petits et les grands. Donc voilà, tout le monde est très content. Vous essayez aussi au niveau de la ville de Saint-Quentin en Yvelines, Marie-Laure Estignard, de parler du numérique, des objets connectés. C'est aussi l'ambition de cette année. C'est un moyen de les amener vers la science. Exactement, c'est-à-dire que toute la saison culturelle 2015-2016 a été fondée sur les arts et le numérique. Effectivement, ils vont pouvoir avoir accès à des objets connectés, à des lunettes Oculus Rift qui vous projettent dans un monde que vous ne connaissez pas, et avoir accès aussi à des expériences, des manipulations, et notamment au centre commercial aussi, qui est notre partenaire, donc le centre Saint-Quentin, qui samedi va accueillir toutes les familles pour divers ateliers ouverts à tous. Du côté de l'Observatoire, vous me disiez... Annabelle Doisier, excusez-moi, que justement les gens aiment bien venir à la fête de la science parce qu'ils peuvent se rendre compte du travail de recherche qui est fait en France, où sont mis les fonds, un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'est la recherche en science. Ils voient du côté, le côté caché un petit peu, justement, où va leurs impôts, si on peut le dire ainsi. Tout à fait, oui, on a cette remarque assez régulièrement, c'est assez amusant. Mais déjà, on donne à voir des endroits fermés aux gens du territoire, aux gens de cette commune et des communes alentours. Et c'est vrai qu'on a assez régulièrement cette remarque. Déjà, nous, on en fait un petit peu la promotion, entre guillemets, parce qu'on estime que c'est essentiel aussi de pouvoir montrer au grand public un petit peu ce qu'on fait de leurs impôts, si je peux me permettre l'expression. Et on a régulièrement cette remarque, oui. On a de temps en temps des familles qui nous disent on paye des impôts, mais quand on voit ça, quand on visite ça, franchement, on est content. Alors, au sein de l'Observatoire, les personnes qui viennent visiter donc, sont complètement prises en compte. Ils arrivent oui, ils pris sont pris voilà. en charge. Oui, tout le week-end, on est ouvert. Le samedi pour les enfants de 6 à 12 ans, mais ils sont complètement pris en charge, bien sûr. Et la journée du dimanche, on est ouvert de 10h à 18h sans interruption. Donc, vous vous rendez à l'Observatoire et à ce moment-là, on vous accueille et on vous propose un parcours. Ce n'est pas du tout une visite libre, j'ai envie de dire. On vous prend en charge, on vous propose des ateliers. Il y a un vrai dialogue avec les chercheurs tout à aussi. fait. Chaque atelier dure 30 minutes. Donc, vous choisissez vraiment ce que vous voulez faire, le temps que vous voulez visiter. Et puis, il y a évidemment les chercheurs ou les scientifiques ou les techniciens, en fonction des ateliers, sont vraiment là pour faire une véritable animation et vraiment répondre à des questions. Alors, il y a des événements organisés donc, tout le week-end et donc, jusqu'à dimanche. S'il y a vraiment un atelier inratable pour la ville, et pour lequel serait-il ? C'est difficile de répondre. Surtout qu'il y a pour les petits, il y a pour les grands. On a un atelier de ballon avec des lâchers de ballon. Il y a le mur d'image. Le mur d'image qui est très impressionnant. On a une très belle exposition qui concerne SAM, l'instrument qui est embarqué à bord du rover Curiosity. On a monté une exposition avec plusieurs scientifiques qui sont là pour des ateliers. Donc il y a une maquette de Curiosity. Il y a l'instrument qui a été en partie fabriqué ici à Guyancourt. Ça, c'est une animation qui a énormément de succès. Mais bon, je ne peux pas faire le détail, mais je pense que tout vaut le coup. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à vous d'être venus en plateau. Nous irons à la fête de la science ce week-end. Nous verrons toutes ces choses à découvrir. Mais ce week-end, il n'y a pas seulement la fête de la science. Au Bourget se tiendra le 15e salon Automédon, une exposition d'auto et de motos de collection. Avis aux amateurs. Parmi les véhicules exposés, le public pourra admirer une Simca 5 d'un collectionneur vicinois. Alain Lassalle a créé lui-même son véhicule. Mélanie Poquet l'a rencontré pour nous. Regardez. 7000 heures de travail, 3500 € de budget, 34 chevaux sous le capot et une ligne que vous n'avez jamais vue. Cette Simca 5 berlinette Le Mans est le fruit de l'imagination d'Alain Lassalle, ancien architecte moteur pour l'entreprise automobile française Au Chevron.
J'en ai fait, je dirais, les 90%. Les 10% restants étant la partie peinture carrosserie, donc qui donne vraiment l'éclat final au véhicule. Donc ça, je l'ai fait avec l'équipe avec qui je travaillais en concept car. C'est la concrétisation d'un rêve, ça c'est aussi très plaisant, disons, d'arriver à quelque chose de concret alors que donc on en a rêvé auparavant. Tombé amoureux du modèle, Alain Lassalle se lance dans la conception de son propre véhicule en 2003 jusqu'en 2011. Sa berlinette rend hommage au Simca Gordini, victorieuse aux 24 heures du Mans. Par rapport à l'original, la voiture a été allongée en empattement pour installer le moteur en position centrale avant. Le toit a été descendu de 8 cm de façon à gagner de la place aussi pour la position du moteur. D'où cet aspect, disons, beaucoup plus bas, beaucoup plus sportif par rapport à une Simca 5 normale. Pour l'admirer, direction le salon Automédon. Il se tiendra ce week-end des 10 et 11 octobre au parc des expositions du Bourget. Et comme chaque jeudi, il est temps de parler sport à présent avec la chronique sport de notre journaliste Mickaël Elmidoro. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle discipline, Mickaël, le foot-golf. Bonsoir Florane, effectivement le foot-golf est comme son nom l'indique, un mélange entre le golf et le football. Ce week-end, cette discipline s'invite dans le département. La finale nationale 2015 est programmée ce samedi au golf des Yvelines. Pour nous parler de cet événement, nous recevons sur ce plateau Kevin Vanet, l'un des responsables de l'événement. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter cette discipline qui est inconnue du grand public jusqu'à présent ? Alors tout à fait, bonsoir. Inconnu du grand public, voilà, c'est une discipline qui est effectivement naissante, qui a été créée donc en 2009 aux Pays-Bas et qui est arrivée en France en 2013. Donc comme vous l'avez évoqué, elle allie effectivement le football et le golf. Donc on est, on va dire, plus axé sur les règles du golf en utilisant les outils du football, c'est-à-dire le shoot et le ballon. Mais on est sensiblement voilà, sur une discipline qui se rapproche vraiment du golf avec un objectif, voilà, pour faire simple, qui est de shooter dans le ballon et de réaliser le moins de coups possible par rapport au par, qui est en fait un score de référence, donc comme au golf. Et c'est un sport qui se veut convivial avant tout. Effectivement, voilà, très convivial, puisque c'est un peu on va dire l'ambiance qu'on retrouve sur nos compétitions, avec à la différence des sports, on va dire un peu plus classiques. On part sur un parcours entre 3 et 4 heures. Donc on a le temps de partager, d'échanger avec les adversaires et les partenaires. Donc des échanges qui se veulent effectivement voilà, basés sur la convivialité, et on vient sur nos compétitions pour toute une journée, donc avec tous les à côté, les animations, voilà, une cérémonie de remise de prix, un cocktail. Donc on est vraiment sur du bon temps et la prise de plaisir avant tout, qui sont les maîtres mots de cette discipline. Et ce week-end, ça sera une très belle affiche. Exactement, ce week-end, la finale nationale de la Foot Golf Cup 2015, donc où seront sacrés le champion de France, le vainqueur de la Foot Golf Cup, et notamment aussi le club champion de France 2015. Donc c'est le point d'orgue, si vous voulez, d'une tournée de 13 dates. On a parcouru la France entière toute l'année avec des compétitions régionales voilà, dont les qualifiés se retrouveront pour cette finale, donc au golf des Yvelines, à 2 pas de vos locaux. Et votre discipline est assez récente, mais il y aura tout de même des têtes d'affiche sur ce rendez-vous. Exactement. Donc tout au long de l'année, on a voilà, des people et d'anciens footballeurs. Il y avait Sylvain Wiltord, par exemple. Sylvain Wiltord l'année dernière, effectivement, qui a fait, voilà, qui nous a accompagnés tout au long de notre tournée. Et sur cette finale, notamment, on aura des anciens footballeurs comme l'ancien Lyonnais Chris, Marc Libra, Bruno Chéroux, ou encore des humoristes comme Arnaud de Samer. Et la cérémonie de remise de prix sera animée par Karine Galli, voilà, qui est une journaliste sportive assez connue. Voilà. Et le public qui est convié pour cet événement ? Tout à fait, donc c'est une finale, effectivement, avec une compétition réservée aux qualifiés des étapes régionales, mais c'est aussi une compétition qui est ouverte au grand public pour la participation, mais aussi également pour le spectacle. Donc on a de plus en plus de spectateurs qui viennent sur nos parcours pour admirer un petit peu voilà, les meilleurs footgolfeurs français et européens qui seront présents justement pour cet événement, qui est pour nous un événement majeur. On en a 2 en France voilà, au cours de l'année, qui sont l'Open de France et la finale du championnat. Donc voilà, on aura énormément de personnes attendues, de personnalités et de public. Donc il y a encore voilà, des places, on va dire, des inscriptions qui peuvent se faire directement sur place. On attend environ voilà, entre 180 et 200 personnes sur la compétition, et on va dire entre 100 et 200 spectateurs qui accompagneront les compétiteurs sur les greens.
Merci à vous en tout cas d'être passé sur ce plateau. Je le rappelle, la compétition de full golf est programmée ce samedi à partir de 8h au golf des Yvelines. Et en football, on jouera également le 5e tour de la Coupe de France ce week-end, Mickaël. Effectivement, Florane, il y aura le niveau va encore monter d'un cran après ce 4e tour. Le 5e tour, Maurepas qui évolue en division Excellence recevra notamment Boulogne-Billancourt, équipe de CFA ce dimanche à 14h30 au stade du Bout des Clos. Le duel paraît très déséquilibré sur le papier. La CBB évolue 6 divisions au-dessus des Yvelinois, mais on ne sait jamais avec Maurepas, déjà tombeur de Torcy au tour précédent. Les Maurepasiens comptent une nouvelle fois sur le soutien du public. Ils ont d'ailleurs invité la star internationale Rihanna pour les soutenir. Là, on va voir tout. Oui, Florane, vous avez bien entendu. Regardez le tweet de Maurepas. Ils ont invité Rihanna. Voilà, peut-être qu'elle acceptera. Peut-être qu'elle acceptera. C'était en référence au match PSG-OM où Rihanna avait assisté à la rencontre. Voilà, c'est ça, au Classico. Donc pour l'instant, on n'a pas encore répondu, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, peut-être qu'elle viendra. Et on passe maintenant à Naufle qui jouera aussi en Coupe de France. C'est ça, un autre match qu'il ne faudra pas louper ce week-end, c'est le match de Naufle. Naufle recevra Drancy, une équipe qui évolue en CFA. Ce sera très compliqué pour les Yvelinois, mais ils pourront compter sur le nouveau coach Jean-Luc Girard, ancien joueur professionnel au Red Star, avec à son actif plus de 250 matchs de Ligue 2. Pour les booster pour cette rencontre, il leur apportera son expérience sur ce type de match. Ils ont en plus déjà sorti une CFA au tour précédent avec Fleury-Mérogis. Il y a aussi de l'actualité pour les runners, Mickaël, ce week-end. La ville de Maurepas organise pour la première fois les foulées de Maurepas ce samedi. 3 épreuves sont au programme, une course de 6 km, une course de 12 km et la marche nordique de 6 km. Plus de 200 personnes devraient participer à l'événement. Le départ de cette première édition sera donné à 10h au stade du Bois. Si vous voulez participer, il reste encore des places pour la compétition. On peut s'inscrire 1 heure avant le début des épreuves. Merci beaucoup, Mickaël. On vous retrouve lundi prochain à 18h30 dans le 7-8 Sport pour un débrief complet de ces rendez-vous. Et nous saurons si Rihanna est venue ou pas assister au match de En tout cas, vous y serez, vous. Moi, j'y serai là, j'assisterai donc au match et je serai là également pour filmer, pour interviewer les joueurs. Merci. Demain, vous retrouvez Wilfried Ritchie pour l'édition du 7-8, le journal du vendredi. Moi, je vous retrouve lundi à 18h pour une nouvelle édition de ce journal en direct. Je vous souhaite donc un très bon week-end, mais aussi une très bonne soirée.